Un premier effet du processus électoral est déjà visible, c'est celui de l'augmentation des violences. Il y a à partir du mois de janvier une augmentation exponentielle des attaques des tout types, qu'il s'agisse d'explosifs improvisés, ce qu'on appelle les IED, d'attaques suicides, des kidnappings, etc. etc. Ce qui concerne les processus électoraux à lui-même, on a déjà eu un processus de registration des électeurs. Les résultats estimés est la registration d'à peu près 75% des électeurs potentiels du pays, en sachant que ces processus ne peuvent pas être considérés comme étant exemptés de toute fraude dans les villages du sud et de l'est du pays notamment. Des problèmes assez importants en ce qui concerne la registration des femmes ont eu lieu. Donc des élections qui seront bien entendu bien loin des standards occidentaux. Et les personnes sur place, les ONG ou les autorités gouvernatives qui travaillent sur les élections, insistent sur le fait que les résultats de ces élections devraient être acceptables pour la totalité de la population. Donc on ne parle pas du tout des élections libres et démocratiques, on parle d'une issue acceptable, raisonnable, donc en sachant que des fraudes massives sont envisagées. Qu'est-ce qu'on s'attend au niveau des résultats? Il faut savoir qu'il y a 41 candidats. De ces 41, il y en a 2 ou 3 qui se détachent du lot, notamment Hamid Karzai, le président actuel, Abdullah Abdullah qui est très enraciné dans les nord du pays, et enfin M. Ashraf Ghani qui est un ancien membre de la Banque mondiale et qui est quelqu'un qui a fait toutes ses études aux États-Unis et qui est une personnalité d'une certaine envergure. En ce qui concerne les résultats possibles, il paraît pratiquement sûr qu'Hamid Karzai va gagner ces élections, même s'il ne dispose de pratiquement aucun soutien populaire. Mais il faut savoir qu'Hamid Karzai, en sentant un doute de la nouvelle administration Obama quant à sa personne, il a été très habile à récupérer une énormité de soutien dans les chefs de guerre, dans les warlords des différentes régions. Les États-Unis, qui semblaient au début soutenir Hamid Karzai pour ne pas montrer une ingérence trop importante dans les affaires internes afghanes, ont commencé également à envoyer des émissaires de leurs services secrets à soutenir la campagne à la fois d'Ashraf Ghani et à la fois d'Abdullah Abdullah, avec donc une certaine confusion sur place, des conférences de presse avec l'ambassadeur des États-Unis en Afghanistan, avec d'autres candidats qui ont froissé pas mal les services d'Hamid Karzai. Barack Obama, depuis son élection, pendant ses consultations avec son cabinet, avec ses équipes chargées de la politique étrangère et de défense, a décidé tout d'abord de globaliser la question de l'Afghanistan avec celle de son voisin important, les Pakistan. Donc maintenant, les nouveaux mantras à Washington est celui de l'AFPAC, de la cohérence des situations de ces deux pays, pour une série de raisons. On sait que les services secrets pakistanais soutiennent directement les insurgents en Afghanistan, et on sait que la situation politique au Pakistan est loin d'être idéale, en même temps que celle en Afghanistan se dégrade. Et l'idée de l'administration Obama était d'appliquer à l'Afghanistan la recette qui semble avoir donné du succès en Irak, même si la situation actuelle me fait penser qu'on a peut-être révictoire un peu trop tôt en Irak. Et que donc la nouvelle administration américaine et le général McChrystal sur le terrain essaient d'imposer une nouvelle approche au conflit, ce qu'on appelle le comprehensive approach, c'est-à-dire que, mis à part la composante militaire, les États-Unis et les alliés européens ont conscience que pour arriver à stabiliser les pays, il faudra déjà prendre conscience et respecter beaucoup plus la culture afghane, améliorer la gouvernance d'un pays qui n'a pratiquement jamais été habitué à avoir des institutions centrales fortes, réduire la corruption, permettre la reconstruction du pays, détruire par exemple les champs des pavots, etc., etc. Donc de plus en plus on essaie de mener des opérations de contre-insurrection, des opérations qui sont censées gagner les cœurs et les soutiens de la population afghane, ce qui reste fort difficile à faire dans un pays qui a connu des milliers de victimes civiles à cause des frappes aériennes américaines. La situation sur les terrains est extrêmement compliquée par les manques de soutien de la population afghane, surtout en ce qui concerne les victimes collatérales, la présence d'un occupant étranger, etc., etc. Même si l'Alliance Atlantique effectue un excellent travail, l'insurrection est là, l'insurrection
prennent des forces grâce au soutien en provenance des voisins proches de l'Afghanistan, l'Iran et le Pakistan. Et surtout, l'insurrection dispose d'un avantage stratégique majeur. Non seulement ces personnes connaissent les terrains de bataille, mais surtout, ils peuvent parier sur le fait que les opinions publiques occidentales, tôt ou tard, seront fatiguées par les conflits et demanderont la retraite des soldats. Donc l'avantage stratégique d'un point de vue militaire sur les terrains, aujourd'hui, est tout de la part des insurgents. À partir de cela, de mon point de vue, seulement une solution politique est possible pour stabiliser les pays. Cette solution politique doit inclure non seulement l'Afghanistan, parce que d'un point de vue militaire, de toute manière, il sera impossible de gagner ces conflits, mais il doit donc s'attaquer à la racine du mal. Cette racine du mal, malheureusement, se situe du côté du Pakistan, qui est pourtant un pays allié des États-Unis, qui reçoit plusieurs milliards de dollars chaque année d'aide militaire, économique de la part du gouvernement américain, et de plus en plus c'est également du côté de l'Iran. C'est-à-dire l'Afghanistan qui est un pays qui a un tracé géographique un peu étrange qui vient de la ligne du rond britannique du début du siècle, est un pays dans lequel les frontières ne peuvent pas être contrôlées entièrement, ce qui facilite des trafics économiques, criminels, d'armement, des terroristes entraînés dans des camps au Pakistan. Donc pour arrêter l'insurrection, il faudrait que l'ISI, les services secrets pakistanais, arrêtent de soutenir l'insurrection. Il faudrait également que les trafics d'armes des terroristes entraînés et d'argent en provenance d'Iran qui est en train de stabiliser la partie ouest du pays puissent trouver un terme. Et pour ce faire, il faut trouver un accord à la fois avec les gouvernements iraniens, à la fois avec les gouvernements pakistanais, pour qu'ils contrôlent mieux d'une part l'ISI au Pakistan, d'autre part les gardes nationales iraniennes en Iran, pour pouvoir arriver à un règlement global du conflit. Et que même si la stratégie Obama commence à percer dans la région, on est bien loin d'un succès. Il y a beaucoup trop d'éléments qui devraient être modifiés.